dans une maison de campagne centenaire, nichée au cœur des collines ondoyantes de Gordes, en Provence, une dame âgée s'efforçait de préserver une lueur de tendresse au sein de la routine hostile de son propre foyer. Derrière les fenêtres aux volets bleus, typiques de la région, sa belle-fille, d'une élégance glaciale, dissimulait une cruauté qui s'amplifiait jour après jour, invisible aux yeux de son fils trop souvent absent. Lorsque la violence psychologique et physique atteignit son paroxysme et que tout espoir semblait s'évanouir, une jeune employée de maison, arrivée de manière inattendue, commença à bouleverser le cours des choses. Ce que cette femme courageuse découvrit entre les murs de pierre de cette demeure pouvait non seulement sauver des vies, mais aussi révéler jusqu'où peut aller le silence d'une mère, par amour pour son fils. Cette histoire a-t-elle piqué votre curiosité? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. Poursuivons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le soleil de l'après-midi inondait de sa lumière dorée les jardins méticuleusement entretenus du domaine des Oliviers, une propriété séculaire située aux abords de Gordes, dans le paysage enchanteur de la Provence. La maison de maître, avec ses murs de pierre d'un ocre doux et ses fenêtres en bois sombre, conservait le charme intemporel des Bastides provençales, avec ses larges terrasses ombragées et ses hauts plafonds. Les champs de lavande en fleurs qui bordaient le chemin d'entrée embaumaient l'air, annonçant la plénitude de l'été. Tandis que l'odeur des croissants frais s'échappait des fenêtres de la cuisine, Marie, une dame de 73 ans, arrosait avec une infinie précaution ses orchidées sur la terrasse latérale. Ses cheveux, d'un blanc immaculé, étaient sagement rassemblés en un chignon simple, et ses mains, marquées par le passage du temps, se mouvaient avec une délicatesse experte parmi les fleurs fragiles. Malgré son âge et une apparente fragilité, une vivacité pétillait dans ses yeux bruns, contrastant avec sa posture légèrement voûtée. De temps à autre, elle levait le regard vers l'horizon, comme si elle cherchait quelque chose au-delà des collines du Luberon qui encerclaient la propriété. De l'autre côté du jardin, la petite Chloé, âgée de seulement 6 ans, jouait avec un petit chien de race labrador. Ses boucles blondes dansaient au gré de ses courses et son rire cristallin emplissait l'air tiède de l'après-midi. Marie sourit en observant sa petite fille, son cœur se réchauffant à la pureté de cette joie enfantine. « Mamie, regarde ce que Toby a trouvé !» s'écria Chloé en courant vers sa grand-mère, une petite plume bleue dans ses mains. « C'est magnifique, mon trésor. »« Elle doit appartenir au rouge-gorge qui a fait son nid dans le grand chêne, » répondit Marie, se penchant avec difficulté pour se mettre à la hauteur de sa petite fille. Cette scène d'affection fut brusquement interrompue par l'arrivée de Sandrine, la mère de Chloé et la belle-fille de Marie. Grande, élégante, avec des cheveux noirs impeccablement lissés et vêtue de marques de créateur, Sandrine semblait totalement déplacée dans cet environnement bucolique. Son visage, d'une beauté froide et calculée, se durcit en voyant la proximité entre la grand-mère et la petite fille. « Chloé, je t'ai déjà dit de ne pas courir comme ça. Tu vas salir ta robe neuve, » dit Sandrine d'une voix contrôlée mais tranchante. « Et vous, Marie, vous ne devriez pas l'encourager à toucher à ces choses du jardin. Qui sait quelle maladie ces bêtes peuvent transmettre. » Marie se redressa lentement, le sourire s'effaçant de ses lèvres. « Pardon, Sandrine. Nous regardions juste une petite plume qu'elle a trouvée. Rentre à l'intérieur, Chloé. »« C'est l'heure de ton bain, » ordonna Sandrine. La fillette, sentant la tension dans l'air, baissa la tête et obéit, non sans lancer un regard triste à sa grand-mère. Lorsque Chloé se fut éloignée, Sandrine s'approcha de Marie. Son parfum coûteux envahit l'espace entre elles, telle une barrière invisible. « Vous devez comprendre votre place dans cette maison, » murmura-t-elle avec un faux sourire. « Vous êtes ici par charité de mon mari, rien de plus. Ne vous mêlez pas de l'éducation de ma fille. » Marie sentit sa poitrine se serrer, mais elle garda le silence. Depuis des mois, elle subissait les piques constantes de sa belle-fille, depuis que son fils Nicolas avait insisté pour qu'elle quitte sa petite maison à Honfleur pour venir vivre avec eux au domaine. Après une chute qui lui avait causé une fracture de la hanche, sa convalescence avait été difficile et sa dépendance, plus encore. « Nicolas rentre de Paris aujourd'hui, » commenta Sandrine, changeant soudainement de ton. « Préparez-vous convenablement pour le dîner. Je ne veux pas qu'il voie sa mère ressembler à une simple jardinière. » Avant que Marie ne puisse répondre, on entendit le bruit de l'eau coulant dans la cour arrière. Monique, la cuisinière qui travaillait pour la famille depuis des années, remplissait un grand bassin en pierre pour laver des légumes. « Profitez-en pour vous laver les cheveux, Marie, » dit Sandrine sur une impulsion soudaine. « Il ressemble à de la paille sèche. » Sans prévenir,
Sandrine agrippa le bras de sa belle-mère et la tira brutalement vers le bassin. Marie, surprise, n'eut pas le temps de résister. Elle sentit les mains fermes de Sandrine sur sa nuque, poussant sa tête dans l'eau glacée. La violence du geste la prit au dépourvu. L'eau s'engouffra dans son nez, sa bouche, tandis qu'elle tentait vainement de se débattre. « C'est pour votre bien, belle maman, » disait Sandrine en la maintenant submergée. « Une femme de votre âge devrait mieux prendre soin d'elle. » Monique, horrifiée, laissa tomber ses légumes et se précipita au secours de sa patronne. « Pour l'amour de Dieu, Madame Sandrine, vous allez la blesser. » À cet instant précis, une voiture se gara devant la maison. Nicolas Delacroix, un homme grand et athlétique malgré ses 45 ans, descendit précipitamment du véhicule, vêtu d'un costume bien coupé et portant une mallette en cuir. En entendant les cris, il courut vers l'arrière de la maison et tomba sur la scène choquante. Sa femme tenait la tête de sa mère sous l'eau tandis que la cuisinière essayait d'intervenir. « Sandrine, que se passe-t-il ici ?» cria Nicolas en se hâtant d'écarter sa femme pour secourir sa mère. Marie émergea de l'eau, toussant violemment, le visage rouge, ses cheveux blancs collés à son visage, les yeux exorbités de terreur. Nicolas la soutint dans ses bras pendant qu'elle tentait de reprendre son souffle. « Calme-toi, mon amour, » répondit Sandrine, composant immédiatement une expression d'innocence. « Ta mère voulait se laver les cheveux pour être belle pour le dîner. Je l'aidais simplement. Elle a un peu perdu l'équilibre, n'est-ce pas, Marie ?» La vieille dame, toussant toujours, ne parvenait pas à articuler un mot. L'eau coulait sur son visage, mêlée à des larmes silencieuses. Ses yeux, cependant, transmettaient une peur que Nicolas n'avait jamais vue. « Maman, ça va ?» demanda-t-il, inquiet, en l'aidant à s'asseoir sur un banc proche. « Oui, oui, mon fils, » murmura finalement Marie d'une voix rauque. C'était juste un accident. Nicolas regarda sa mère, puis sa femme, la méfiance grandissant en lui. Il connaissait Sandrine depuis 15 ans, depuis qu'il en était tombé éperdument amoureux à la faculté de droit. Elle était éblouissante, ambitieuse et déterminée. Ils s'étaient mariés peu après leur diplômé. En peu de temps, il avait repris l'entreprise familiale, une entreprise d'exportation de vin héritée de son père. Avec la croissance de l'entreprise, ses voyages étaient devenus fréquents, laissant à Sandrine la responsabilité de la gestion de la maison et du domaine. « Monique, s'il vous plaît, aidez ma mère à se changer » demanda Nicolas. La cuisinière acquiesça, jetant un regard inquiet à Marie en la soutenant pour la faire rentrer. Seul avec sa femme, Nicolas la fixa sérieusement. « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Sandrine ? » « Je te l'ai déjà dit, chérie. Ta mère voulait se laver les cheveux. J'ai essayé de l'aider. Elle a perdu l'équilibre. Tu sais comment sont les personnes âgées. Elles perdent facilement leur équilibre. » Nicolas resta silencieux, observant le visage parfaitement maquillé de sa femme, cherchant des signes de mensonge. « Je sais que tu as beaucoup d'affection pour ta mère, » continua-t-elle en s'approchant et en ajustant sa cravate. « Et moi aussi, malgré nos petites différences. Après tout, c'est toi qui as insisté pour qu'elle vienne vivre avec nous, n'est-ce pas ? Et j'ai accepté parce que je t'aime. » Nicolas respira profondément, essayant de chasser l'image troublante dont il avait été témoin. Peut-être exagérait-il. Peut-être que c'était vraiment un accident. « Je vais me changer pour le dîner, » dit-il finalement. « Nous en reparlerons plus tard. » En se dirigeant vers la maison, Nicolas ne put s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas dans ce domaine qu'il aimait tant. Le lieu qui avait toujours été son refuge, loin du stress de Paris, semblait maintenant receler des secrets qu'il craignait de découvrir. Il leva les yeux vers les fenêtres du premier étage, où sa mère se remettait probablement de l'accident, et sentit une pointe de culpabilité. Peut-être négligeait-il quelque chose d'important en se consacrant à ses affaires. En entrant dans la maison, il entendit le rire de Chloé venant de sa chambre. Au moins, sa fille semblait heureuse et bien soignée. Cela devait bien signifier quelque chose, non ? Mais l'image de sa mère, trempée et terrorisée, ne quittait pas son esprit. Et si ce n'était pas un incident isolé ? Et si des choses pires se produisaient quand il n'était pas là ? Le lendemain matin, le domaine des Oliviers s'éveillait au rythme de sa routine habituelle. L'arôme des croissants frais se répandait dans les couloirs, se mêlant à l'odeur du pain de campagne que Monique préparait depuis l'aube. Dans le jardin, Monsieur Juvénal, le jardinier aux mains calleuses et au sourire facile,
taillait les rosiers avec le dévouement de celui qui connaît chaque plante par son nom. Marie était assise sur la terrasse, une tasse de tisane à la camomille entre les mains. Elle n'avait pas bien dormi. L'épisode de la veille résonnait encore dans son corps sous la forme d'une toux persistante et d'une douleur dans la poitrine qui dépassait le simple physique. Elle portait une robe simple en coton imprimé et ses cheveux, maintenant secs, étaient attachés dans le même chignon discret que d'habitude. « Bonjour, maman. » La voix grave de Nicolas retentit derrière elle. « Tu te sens mieux ?» Marie se tourna, forçant un sourire. « Bonjour, mon fils. Je vais bien, ne t'inquiète pas. » Nicolas tira une chaise et s'assit à côté de sa mère. Il était habillé en tenue décontractée, sans le costume formel de la veille. Il observa le visage vieilli qu'il aimait tant, remarquant les cernes profonds et une marque violacée presque imperceptible sur son cou fin. « Tu es sûre, maman ? Cet accident d'hier m'a inquiété. » Marie détourna le regard vers les collines au loin. Comment pourrait-elle raconter à son fils que sa vie au domaine des Oliviers s'était transformée en un cauchemar ces derniers mois? Comment expliquer que l'incident du bassin n'était pas le premier? Que Sandrine la tourmentait quotidiennement avec de petites cruautés, des insultes voilées en bousculades accidentelles, des repas volontairement froids ou excessivement salés. C'était juste une maladresse, Nicolas, répondit-elle finalement. Ta femme essayait seulement de m'aider. Tu sais comme je suis têtu parfois. Nicolas soupira, pas entièrement convaincu. Maman, je sais que mon absence a été difficile. Ces nouveaux contrats avec le marché européen exigent des voyages constants, mais je promets que je vais essayer de rester plus à la maison maintenant. Je ne veux pas perturber ton travail, mon fils. Tu as construit tout cela avec tant d'efforts. Tu ne déranges jamais, maman. C'est toi et papa qui avez commencé cet héritage. Je ne fais que continuer. La mention de son défunt mari, Jean Delacroix, apporta une lueur nostalgique dans les yeux de Marie. Il était parti il y a 8 ans, victime d'un infarctus foudroyant. Depuis, elle avait vécu seule à Honfleur jusqu'à la chute qui avait tout changé. À propos, continua Nicolas, j'ai engagé une nouvelle employée pour aider Monique. Elle devrait arriver cet après-midi. J'ai pensé que ce serait bien d'avoir quelqu'un pour aider aux tâches de la maison, surtout quand je voyage. Avant que Marie ne puisse répondre, Sandrine apparut sur la terrasse, impeccable dans son ensemble de sport de marque, les cheveux attachés en une queue de cheval parfaite. À côté d'elle, Chloé sautillait, vêtue de son uniforme scolaire. « Bonjour, la famille !» s'exclama Sandrine avec un sourire radieux. Elle s'approcha de Nicolas et l'embrassa tendrement sur les lèvres. « Chérie, tu as déjà pris ton petit déjeuner ? Monique a préparé ces petits pains au fromage que tu adores. »« Papa !» cria Chloé en sautant sur les genoux de son père. « Tu m'emmènes à l'école aujourd'hui ? » « Bien sûr que oui, ma princesse, » répondit Nicolas en serrant sa fille dans ses bras. Sandrine se tourna vers Marie, le sourire ne quittant jamais ses lèvres mais n'atteignant pas ses yeux. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Marie ? J'espère que la frayeur d'hier est passée. » La vieille dame hocha simplement la tête, évitant la confrontation. « Je vais bien, merci. »« Parfait, » répondit Sandrine d'un ton artificiellement enjoué. « Nicolas, chéri, nous devons y aller. Chloé ne peut pas être en retard à l'école et tu as promis de l'emmener, tu te souviens ? » Nicolas embrassa le front de sa mère avant de se lever. « On se parle plus tard, maman. Repose-toi un peu. » Dès que Nicolas et Chloé entrèrent dans la maison pour prendre leurs affaires, Sandrine s'approcha de Marie, se penchant comme si elle allait arranger une mèche de cheveux de sa belle-mère. Son parfum puissant envahit l'espace, suffocant. « J'espère que vous avez appris la leçon hier, » murmura-t-elle en gardant son sourire intact. « La prochaine fois, il se pourrait que votre cher fils n'arrive pas à temps. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. Avant qu'elle ne puisse répondre, Nicolas revint avec Chloé et Sandrine s'écarta, redevenant l'épouse et la mère parfaite. La matinée passa lentement pour Marie. Après le petit déjeuner, elle se réfugia dans sa chambre au premier étage, feuilletant un vieil album de photos. Des images d'un temps plus heureux. Elle et Jean, jeunes, la naissance de Nicolas, les premiers pas de son fils, les fêtes au domaine quand la production de vin battait des records. Comme la vie avait changé. Vers 15 heures, le bruit d'une voiture approchant attira son attention.
de la fenêtre de sa chambre, elle vit une petite Citroën 2CV rouge se garer devant la maison de maître. Une jeune femme descendit du véhicule, portant un simple sac à dos, des cheveux bruns bouclés attachés en une queue de cheval désordonnée, la peau mate, des vêtements modestes mais propres. Elle semblait avoir un peu plus de 20 ans. Marie observa Sandrine sortir pour l'accueillir. Même à distance, elle pouvait sentir la posture hautaine de sa belle-fille, la manière dont elle toisait la nouvelle venue, l'évaluant. La jeune femme, de son côté, gardait la tête haute, répondant poliment aux questions de Sandrine. Quelques minutes plus tard, Monique frappa doucement à la porte de la chambre de Marie. « Madame Marie, la nouvelle employée est arrivée. Madame Sandrine demande que vous descendiez pour la rencontrer. » Dans le salon, avec ses meubles anciens en noyer et ses miroirs vénitiens, Sandrine était assise dans un fauteuil comme une reine sur son trône. La jeune femme se tenait debout, les mains croisées devant elle, dans une posture respectueuse. « Ah, Marie, quelle bonne idée de descendre, » dit Sandrine lorsque la vieille dame entra dans la pièce. « Voici Manon, la nouvelle employée que Nicolas a engagée. Manon, voici Marie, ma belle-mère. Vous serez également chargée de l'aider, compris? Bain, médicaments, ces choses de personnes âgées. » Manon sourit gentiment à Marie. « Enchantée de vous connaître, madame. » « Le plaisir est pour moi, ma jeune amie, » répondit Marie, sentant une sympathie immédiate pour la jeune femme. « Bien, je vous ai déjà montré la chambre où vous logerez, Manon, » continua Sandrine. « Elle se trouve dans l'aile de service, à côté de celle de Monique. Les repas sont servis après la famille et votre jour de repos sera le dimanche, en alternance avec Monique pour que la maison ne soit jamais sans personnel. Des questions? Non, madame, tout est clair. Parfait. Vous pouvez commencer par ranger la chambre de Chloé. Monique vous montrera où se trouvent les produits d'entretien. » Lorsque Manon et Monique quittèrent le salon, Sandrine se tourna vers Marie, son sourire cordial disparaissant instantanément. « J'espère que vous n'allez pas devenir trop amie avec cette nouvelle employée. Elle est ici pour travailler, pas pour écouter vos vieilles histoires. » « Je l'ai simplement saluée, Sandrine, » répondit Marie, lasse. « Je sais bien comment vous aimez gagner la sympathie des employés, en vous faisant passer pour une victime, » rétorqua Sandrine en se levant. « Mais n'oubliez pas, c'est moi qui commande dans cette maison. Nicolas est peut-être le propriétaire sur le papier, mais en pratique, c'est ma parole qui compte ici. » Marie ne répondit pas. Des années de cohabitation lui avaient appris que confronter sa belle-fille ne faisait qu'empirer les choses. Sandrine sourit, satisfaite du silence soumis de sa belle-mère, et quitta la pièce, le bruit de ses talons résonnant sur le parquet. Le soir, pendant le dîner, l'atmosphère dans la salle à manger du domaine des Oliviers était d'une harmonie familiale apparente. Nicolas, à un bout de la table en bois massif, racontait avec enthousiasme ses plans pour étendre l'exportation de vin vers les pays asiatiques. Sandrine, à sa droite, souriait et faisait des commentaires enthousiastes aux moments opportuns. Chloé, à côté de sa mère, jouait distraitement avec sa nourriture. Marie, assise à la gauche de son fils, restait silencieuse, mangeant de petites portions du dîner préparé par Monique. La nouvelle employée, Manon, entrait et sortait discrètement, apportant et retirant les plats. Ses mouvements étaient efficaces mais chaleureux, sans la servilité exagérée que Sandrine exigeait habituellement. À un moment où elle servit de l'eau à Marie, leurs regards se croisèrent brièvement et la vieille dame perçut quelque chose de différent chez cette jeune femme, une intelligence vive, une perception qui allait au-delà des apparences. « Et comment s'est passée votre première journée, Manon ?» demanda Nicolas, toujours cordial avec le personnel, un trait qu'il avait hérité de son père. Avant que la jeune femme ne puisse répondre, Sandrine intervint. « Chérie, on ne pose pas ce genre de questions pendant le dîner. Manon est encore en train de s'adapter aux règles de la maison. » « Désolé, » sourit Nicolas, tournant son attention vers sa fille. « Et toi, Chloé, comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Tandis que la fillette racontait son cours de sciences, Manon se retira silencieusement dans la cuisine. Marie observa sa belle-fille, qui gardait un sourire parfait tandis que sa main, sous la table, serrait le poignet de sa belle-mère avec une force suffisante pour laisser des marques. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Manon au domaine. La jeune femme s'était rapidement adaptée à la routine de la maison, gagnant la confiance de Monique, qui lui avait enseigné les détails du fonctionnement de la propriété. Quels produits de nettoyage utiliser pour chaque type de meuble ancien, comment gérer le tempérament changeant de Sandrine,
les préférences alimentaires de la famille. Nicolas était reparti pour Paris, promettant de revenir dans 2 semaines. Avant de partir, il avait longuement discuté avec Manon, lui demandant de bien prendre soin de sa mère pendant son absence. « Ma mère n'est plus toute jeune », avait-il dit dans son bureau. « Parfois, je pense qu'elle se sent un peu déplacée ici. Je sais que l'indépendance qu'elle avait dans sa propre maison lui manque. »« Je comprends, monsieur », avait répondu Manon. « Je ferai de mon mieux pour qu'elle se sente à l'aise. » « Merci. » Sandrine fait ce qu'elle peut, mais avec Chloé, la maison et ses propres projets, elle n'arrive pas toujours à accorder de l'attention à ma mère. Manon avait simplement acquiescé, gardant pour elle ce qu'elle avait déjà commencé à observer dans la dynamique de cette famille. Le dimanche matin, son premier jour de congé, Manon décida de marcher jusqu'au petit village voisin. La journée était claire, avec cette lumière dorée typique des matinées en Provence. Vêtue d'un jean, d'un t-shirt et de baskets, elle descendit la route de terre qui reliait la propriété au village, profitant du silence et du paysage. La vie de Manon n'avait pas été facile. Orpheline depuis l'âge de 12 ans, elle avait grandi dans un foyer. Elle avait étudié avec détermination, obtenant une bourse pour ses études de pédagogie qu'elle venait de terminer. L'emploi au domaine était temporaire, un moyen de mettre de l'argent de côté en attendant les résultats du concours de l'éducation nationale. Dans le village, avec ses maisons colorées et sa petite église romane au centre de la place, Manon prit un café et un croissant à la boulangerie du village, feuilletant un livre de Marcel Pagnol qu'elle avait emporté. À une table voisine, 2 dames âgées discutaient à voix basse, mais pas assez pour que Manon ne puisse pas entendre. « Vous avez vu comme Madame Marie avait l'air abattue à la messe la semaine dernière » commenta l'une d'elles. « Je me souviens quand elle et le regretté monsieur Jean venaient tous les dimanches avec le petit Nicolas. Elle était si joyeuse, si pleine de vie. » « En effet, » répondit l'autre en remuant son café. « On dit que la belle-fille n'est pas un cadeau. Très belle, très élégante, mais elle a un regard qui ne me trompe pas. J'ai travaillé dans des maisons de riches. Je sais reconnaître quand quelqu'un n'est pas une bonne personne. Le pire, c'est que Nicolas voyage tout le temps, le pauvre. Un homme bon, mais très occupé avec cette entreprise. Il ne doit même pas savoir ce qui se passe quand il n'est pas là. » « Et que se passe-t-il » demanda la première, se penchant plus près. « Eh bien, ma nièce a travaillé là-bas pendant 1 mois, avant d'être renvoyée sans raison. Elle m'a raconté qu'elle avait vu cette Sandrine humilier Madame Marie, cacher ses médicaments, lui servir de la nourriture froide exprès. Des petites choses, vous savez ? Celles qui ne laissent pas de marque, mais qui vous détruisent de l'intérieur. » Manon feignit de se concentrer sur son livre, mais chaque mot résonnait dans son esprit, confirmant les soupçons qu'elle avait commencé à nourrir. En retournant au domaine en fin d'après-midi, elle trouva Chloé jouant seule dans le jardin, sous le regard attentif de Monique qui étendait du linge. Sandrine était partie déjeuner avec des amis à Gordes et n'était pas encore rentrée. « Manon !» s'exclama la fillette en la voyant. « Regarde ce que j'ai dessiné pour mamie. » Chloé tendit un papier coloré, où l'on voyait le dessin de 2 silhouettes se tenant la main, une petite et une plus grande avec des cheveux blancs. « C'est magnifique, Chloé !» sourit Manon. « Ta grand-mère va adorer. »« Où est-elle » ? ?»« Dans sa chambre, » répondit Monique en s'approchant. « Elle ne se sent pas très bien aujourd'hui. Elle s'est plainte de douleurs à la poitrine. » Inquiète, Manon monta les escaliers jusqu'à la chambre de Marie et frappa doucement à la porte. « Entrez » répondit une voix faible. La chambre était dans la pénombre, les rideaux à moitié tirés. Marie était allongée, un châle sur les épaules malgré la chaleur de la journée. Elle semblait plus petite et plus fragile que jamais. « Bonjour, Madame Marie, c'est moi, Manon. Je venais voir si vous aviez besoin de quelque chose. » La vieille dame sourit faiblement. « C'est gentil, ma fille. Je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui. » Manon s'approcha du lit, remarquant une tache sombre sur le bras de la vieille dame, partiellement couverte par la manche de sa robe. Avec délicatesse, elle toucha l'endroit. « Madame Marie, que s'est-il passé à votre bras ?» La vieille dame retira vivement sa manche, couvrant l'ecchymose. « Rien, ma chère. Vous savez, les vieilles peaux se marquent facilement. Je me suis cognée au montant de la porte hier soir. » Manon n'insista pas, mais ses yeux enregistrèrent d'autres signes.
La façon dont Marie sursautait légèrement en entendant des pas dans le couloir, le tremblement de ses mains lorsque Sandrine était mentionnée, les cernes profonds indiquant des nuits sans sommeil. J'ai apporté un livre avec moi aujourd'hui, dit Manon en changeant de sujet. Voudriez-vous que je vous lise un peu? Les yeux de Marie s'illuminèrent d'un intérêt sincère. J'adorerais. Cela fait si longtemps que je n'ai pas eu quelqu'un avec qui parler de littérature. Pendant l'heure qui suivit, Manon lut des extraits de Marcel Pagnol à la vieille dame, qui écoutait attentivement, faisant parfois des commentaires perspicaces sur le texte. Ce moment de connexion révéla à Manon que, derrière la fragilité physique, se cachait un esprit toujours vif et actif. « Vous aimez beaucoup lire, n'est-ce pas » demanda Manon en fermant le livre. « Oh, oui. J'ai toujours été enseignante, vous savez ? J'ai enseigné la littérature pendant près de 40 ans au lycée d'Honfleur. C'est là que j'ai rencontré Jean, mon mari. Il était professeur d'histoire. C'est merveilleux. Je suis récemment diplômé en pédagogie. » Les yeux de Marie s'illuminèrent. Vraiment ? Quelle charmante coïncidence. Alors vous comprenez le pouvoir transformateur de l'éducation. Elles discutèrent avec animation de livres, de méthodes d'enseignement et d'expérience en classe, jusqu'à ce que le bruit d'une voiture se garant interrompe leur moment. Sandrine est arrivée, murmura Marie, son visage perdant instantanément l'éclat qu'il avait affiché quelques minutes plus tôt. Manon perçut le changement immédiat dans le comportement de la vieille dame. « Ne vous inquiétez pas, Madame Marie. Je vais descendre et dire que vous vous reposez. »« Merci, ma chère, » répondit Marie en serrant la main de la jeune femme. « Votre compagnie aujourd'hui a été un baume pour cette vieille enseignante. » En descendant les escaliers, Manon trouva Sandrine dans le hall d'entrée, déposant des sacs de course sur une console. Elle portait un élégant ensemble pantalon et blazer blanc, des bijoux discrets mais visiblement chers. Maquillage impeccable, malgré la journée passée dehors. « Manon, je pensais que c'était votre jour de congé, » commenta Sandrine, surprise. « Oui, madame, je suis de retour. Je vérifiais juste si Madame Marie avait besoin de quelque chose avant d'aller dans ma chambre. » Le visage de Sandrine se durcit subtilement. « Vous n'avez pas à vous soucier de ma belle-mère. Je m'en occupe personnellement. »« Bien sûr, madame. J'ai juste pensé à aider parce que Monique a mentionné qu'elle ne se sentait pas bien. » « Marie a toujours une plainte à formuler, » répondit Sandrine avec un sourire forcé. « Une vieille ruse pour attirer l'attention. Nicolas est tombé dans ce piège en insistant pour qu'elle vienne vivre avec nous. Maintenant, nous devons supporter ces drames quotidiens. » Manon garda une expression neutre, mais sentait l'indignation monter en elle. « Je comprends. Avec votre permission, je vais aider Monique pour le dîner. » Dans la cuisine, elle trouva la cuisinière préparant une soupe de légumes. Monique, une femme noire de 60 ans, travaillait pour la famille de la Croix depuis l'époque de Monsieur Jean. Elle connaissait tous les secrets de cette maison, mais restait généralement silencieuse, craignant de perdre l'emploi qui assurait la subsistance de son fils et de ses petits-enfants. « Monique, » murmura Manon, s'assurant qu'elles étaient seules. « Depuis combien de temps Madame Marie est-elle maltraitée par sa belle-fille » La cuisinière arrêta de remuer la soupe, regardant nerveusement vers la porte. « De quoi parles-tu, petite ? J'ai vu les ecchymoses. J'ai remarqué comment elles changent quand Sandrine est là. J'ai entendu des commentaires au village. » Monique soupira profondément, semblant vieillir de 10 ans en un instant. « Ça a commencé quand Madame Marie est venue vivre ici après sa chute. Au début, ce n'était que des mots durs, des regards, de petites humiliations. Puis, eh bien, ça a empiré. Et personne ne fait rien ? Le patron, Nicolas, n'est presque jamais là. Quand il vient, Sandrine se transforme en la belle-fille parfaite. Et quand il remarque quelque chose d'étrange, elle a toujours une explication convaincante. Pourquoi Madame Marie ne dit-elle pas la vérité à son fils ? La peur, la honte, je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne veut pas causer de problème dans le mariage de son fils. Peut-être qu'elle craint qu'on ne la croie pas, ou pire, qu'on la croie mais qu'on la renvoie à Honfleur, la séparant de sa petite fille qu'elle aime tant. Manon resta silencieuse, traitant l'information. Une décision commençait à se former dans son esprit. Nous devons l'aider, Monique. Comment, petite ? Nous ne sommes que des employés. Personne ne croira notre parole contre celle de Sandrine Delacroix,
l'épouse de l'un des hommes d'affaires les plus respectés de la région. Il doit y avoir un moyen, insista Manon. Nous ne pouvons pas être complices par notre silence. Cette nuit-là, allongée dans sa petite chambre de l'aile de service, Manon réfléchit à sa situation. L'emploi au domaine des Oliviers était temporaire, mais important pour ses projets futurs. Si elle confrontait Sandrine ou tentait d'exposer la situation, elle serait certainement renvoyée. D'un autre côté, comment pouvait-elle ignorer la souffrance d'une femme âgée sans défense? Le visage de Marie, avec son sourire doux et ses yeux tristes, ne quittait pas son esprit. Elle pensa à sa propre grand-mère, qui l'avait élevée jusqu'à ses 12 ans avec tant d'amour avant de partir. Elle ne pouvait tout simplement pas tourner le dos. Les jours au domaine des Oliviers suivaient leur cours apparemment tranquille, comme les eaux d'une rivière qui cache des courants dangereux sous une surface calme. Les champs de lavande qui bordaient l'entrée de la propriété étaient à leur apogée, créant un contraste violet et vibrant contre le vert intense des collines environnantes. Les touristes qui passaient sur la route s'arrêtaient souvent pour photographier le magnifique paysage, sans imaginer les drames qui se déroulaient derrière les fenêtres de cette maison centenaire. Manon avait terminé sa 2e semaine de travail au domaine. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes sur la dynamique de cette famille, des révélations qui confirmaient ses soupçons initiaux. La jeune femme avait établi sa propre routine. Elle se levait avant l'aube pour avoir un moment de lecture. Elle aidait Monique à préparer le petit déjeuner. Elle s'occupait du nettoyage de la maison le matin et, chaque fois que possible, passait du temps avec Marie l'après-midi, lorsque Sandrine sortait généralement pour des engagements sociaux à Gordes. Un mardi particulièrement ensoleillé, alors qu'elle organisait l'armoire à linge de maison dans le couloir du 1er étage, Manon entendit des voix altérées venant de la chambre de Marie. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer des bribes de la discussion. « Je vous ai déjà dit que je ne veux pas de ces saletés de médicaments. » C'était la voix de Sandrine, tranchante comme une lame. « Vous croyez que nous avons de l'argent à gaspiller pour votre hypocondrie? Mais le médecin me les a prescrits, Sandrine, répondit Marie, la voix tremblante. C'est pour ma tension. Nicolas a laissé de l'argent pour. Nicolas m'a laissé de l'argent pour que je le gère comme je l'entends, l'interrompit Sandrine. Et je ne vais pas le dépenser pour des médicaments inutiles. Si vous voulez mourir, mourrez d'un coup, mais arrêtez de nous causer des ennuis et de dépenser notre argent. Manon se figea sur place, le cœur battant, et, sans faire de bruit, s'approcha davantage de la porte, poussée par l'inquiétude. S'il te plaît, Sandrine, implora Marie. Ce sont juste les médicaments que j'ai toujours pris. Ça ne m'intéresse pas. C'est moi qui commande dans cette maison. Et gardez bien ce flacon que je vous laisse, parce que c'est le dernier. Quand il sera fini, débrouillez-vous. Manon entendit des pas s'approcher de la porte et retourna rapidement à l'armoire, feignant d'organiser les serviettes. Sandrine sortit de la chambre, claquant la porte. En voyant l'employé dans le couloir, elle s'arrêta, plissant les yeux. « Depuis combien de temps êtes-vous là? » « Je viens de monter, madame, » mentit Manon, gardant le regard baissé. « Je range l'armoire à linge, comme vous me l'avez demandé. » Sandrine l'observa quelques secondes, méfiante. « Finissez vite. Ensuite, je veux que vous laviez ma voiture. Je vais à un événement caritatif à Gordes ce soir et elle doit être impeccable. » « Oui, madame. » Dès que Sandrine descendit les escaliers, Manon frappa doucement à la porte de Marie. Pas de réponse. Inquiète, elle entr'ouvrit la porte et trouva la vieille dame assise dans le fauteuil près de la fenêtre, le visage pâle, les mains tremblantes, tenant un flacon de comprimé presque vide. « Madame Marie » appela Manon en s'approchant prudemment. « Est-ce que ça va ?» La vieille dame leva le regard et Manon vit que ses yeux étaient embués de larmes. « Oh, Manon, je ne savais pas que vous étiez là. J'ai entendu des voix. Je me suis inquiétée. » Marie tenta de sourire, mais le résultat fut une expression de profonde tristesse. « Ce n'est rien, ma chère, juste un petit différend. » Manon s'agenouilla à côté du fauteuil, observant le flacon de médicaments. « Ce sont vos médicaments pour la tension? » « Oui, mais ils sont presque finis. » « Et Sandrine? » « Eh bien, elle pense qu'ils ne sont pas nécessaires. » « Mais c'est dangereux. Vous ne pouvez pas rester sans vos médicaments. » « Je suis déjà vieille, ma fille. Peut-être qu'il vaut mieux partir bientôt et cesser d'être un fardeau pour tout le monde. » Ces mots frappèrent Manon comme une gifle.
Voir une femme qui avait été enseignante, qui avait éduqué des générations, réduite à un tel état d'impuissance et de désespoir, était insupportable. « Ne dites pas ça, s'il vous plaît, » demanda Manon en prenant les mains de la vieille dame. « Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes une personne précieuse qui mérite respect et soin. » Marie sourit tristement. « Vous avez bon cœur, Manon. Vous me rappelez mon ancienne élève, Marianne. Elle avait aussi ce feu, cette indignation face aux injustices. » Une idée soudaine traversa l'esprit de Manon. « Madame Marie, avez-vous un ami ou un parent en qui vous avez confiance? Quelqu'un que vous pourriez appeler pour raconter ce qui se passe? » La vieille dame réfléchit un instant. « Eh bien, j'ai ma sœur cadette, Cécile. Elle vit à Lyon, mais je ne veux pas l'inquiéter. Elle a ses propres problèmes de santé. Et un ancien collègue de travail, quelqu'un de l'époque où vous étiez enseignante? » Ah, oui. Pierre Dubois, l'ancien directeur de l'école où j'enseignais. Nous étions de bons amis. Il doit être à la retraite maintenant. Avez-vous son numéro ou un moyen de le contacter? Je pense que oui. Dans mon agenda, dans le tiroir de la commode. Manon trouva le vieil agenda en cuir aux pages jaunies par le temps. Parmi les contacts, le nom de Pierre Dubois apparaissait avec un numéro de téléphone. Elle mémorisa l'information, prévoyant de passer l'appel dès qu'elle en aurait l'occasion. « Je vais vous procurer vos médicaments, Madame Marie, » promit Manon. « Comment, ma chère? Sandrine contrôle tout l'argent de la maison. Laissez-moi faire. J'ai quelques économies. Ce n'est pas beaucoup, mais ça suffira pour acheter les médicaments jusqu'au retour de Monsieur Nicolas. » Les yeux de Marie s'emplirent de larmes. « Je ne peux pas accepter, Manon. Vous travaillez si dur pour chaque centime. Je peux et je veux aider. C'est la bonne chose à faire. » Le même après-midi, profitant d'avoir été envoyé au village pour des courses, Manon passa par la petite pharmacie du village. Avec l'ordonnance que Marie lui avait donnée en cachette, elle acheta les médicaments nécessaires, y dépensant une bonne partie de ses économies. De retour au domaine, elle cacha les médicaments dans une boîte à biscuits vide qu'elle plaça dans la chambre de Marie, derrière quelques livres sur l'étagère, et conseilla à la vieille dame de prendre ses médicaments loin des regards de Sandrine et de laisser le flacon original, presque vide, bien en vue pour ne pas éveiller les soupçons. Le plan fonctionna pendant quelques jours. Marie retrouva un peu de couleur et de vitalité. Manon, pendant ce temps, observait attentivement la routine de Sandrine, notant ses habitudes, ses faiblesses, ses moments de vulnérabilité. L'employée savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux, mais quelque chose en elle, peut-être le même sens de la justice qui l'avait poussée à choisir la carrière d'éducatrice, ne lui permettait pas de rester inactive. Le vendredi de cette semaine-là, Manon eut une surprise en répondant au téléphone du domaine et en entendant la voix de Nicolas Delacroix. « Bonjour, Manon. C'est Nicolas. Tout va bien par là? »« Oui, monsieur. »« Tout est en ordre, » répondit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Parfait. J'appelle pour vous prévenir que je rentrerai demain, un peu plus tôt que prévu. J'ai réussi à régler quelques affaires plus vite que je ne le pensais et la maison me manque. C'est une bonne nouvelle, monsieur. Vous nous manquez à tous, dit Manon, un soulagement la parcourant. Le retour de Nicolas pourrait signifier un répit pour Marie. Comment va ma mère? Manon hésita une seconde. Elle se remet d'une petite indisposition, mais elle va déjà mieux. Une indisposition? Sandrine ne m'a rien dit. Probablement pour ne pas vous inquiéter, monsieur. Rien de grave, juste une baisse de tension. Je vois. Eh bien, je serai là demain et je pourrai voir par moi-même. S'il vous plaît, ne parlez à personne de mon arrivée. Je veux faire une surprise à Chloé et à ma femme. Bien sûr, monsieur. Ce sera un secret. Après avoir raccroché, Manon sentit un mélange d'espoir et d'appréhension. L'arrivée de Nicolas pourrait être l'occasion parfaite pour exposer la situation, mais comment le faire sans risquer son emploi? Ou pire, sans que Sandrine ne se méfie et ne se venge sur Marie avant que la vérité n'éclate? En fin d'après-midi, alors qu'elle aidait Chloé avec ses devoirs dans le salon, Manon entendit le bruit de verres brisés, suivi de cris venant de la cuisine. Demandant à la fillette de continuer son travail, elle courut voir ce qui se passait. Dans la cuisine, elle trouva Monique debout, paralysée par la peur, tandis que Sandrine criait
montrant du doigt une carafe en cristal brisée sur le sol. Incompétente. Savez-vous combien coûte cette pièce? C'était un héritage de la famille de Nicolas. Je suis désolé, madame, murmura Monique en tremblant. C'était un accident. Elle m'a glissé des mains pendant que je la lavais. Un accident? Un accident, ça arrive une fois. Vous passez votre temps à casser des choses, espèce de maladroite. Manon remarqua que Marie était dans un coin de la cuisine, observant la scène avec des yeux écarquillés de peur. Lorsque Sandrine leva la main comme pour gifler Monique, la vieille dame fit un pas en avant. Ce n'est pas sa faute, Sandrine, dit Marie, la voix tremblante mais décidée. C'est moi qui ai heurté son bras pendant qu'elle lavait la carafe. Sandrine se tourna lentement vers sa belle-mère, les yeux étincelants de rage. Quoi? C'était donc vous? Pourquoi ne suis-je pas surprise? Toujours à causer des problèmes, toujours dans le chemin. Manon intervint rapidement. Madame, je peux nettoyer ça? Il y a des éclats de verre partout et quelqu'un pourrait se couper. Taisez-vous et ne vous en mêlez pas. Explosa Sandrine. J'en ai assez de vous trois qui conspirez contre moi dans cette maison. On verra comment vous vous débrouillerez sans emploi. À ce moment, le téléphone sonna, coupant la tension comme un couteau. Sandrine respira profondément, se recomposant instantanément. Je réponds, dit-elle en quittant la cuisine d'un pas ferme. Dès que Sandrine quitta la pièce, Monique s'effondra sur une chaise, les jambes flageolantes. Marie s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. Manon commença à ramasser les éclats de verre. Vous n'auriez pas dû prendre le blâme, Madame Marie, murmura Monique. Maintenant, elle va être encore plus en colère contre vous. Je ne pouvais pas la laisser vous agresser, mon ami, répondit la vieille dame. Vous avez toujours été si bonne pour ma famille. Le samedi se leva avec une fine bruine, couvrant les collines de Provence. Une brume épaisse enveloppait le domaine, lui donnant un air encore plus isolé et mélancolique. Dans la chambre de Manon, le réveil sonna à 5h30, comme d'habitude. La jeune femme se leva, se frottant les yeux encore lourds de sommeil. Elle n'avait pas bien dormi, pensant à l'arrivée de Nicolas et aux possibilités que cela entraînait. Après une douche rapide, Manon se dirigea vers la cuisine pour aider Monique. La cuisinière était déjà là, préparant la pâte des gougères. « Bonjour, Monique », salua Manon à voix basse. « Monsieur Nicolas arrive aujourd'hui. Il m'a appelé hier. » Monique écarquilla les yeux. « Dieu merci. Peut-être que les choses s'amélioreront un peu par ici. Il a demandé le secret. Il veut faire une surprise. Je comprends. Je vais préparer ce filet en sauce au vin qu'il aime tant. Devrais-je prévenir Madame Marie? Manon réfléchit un instant. Mieux vaut ne pas. Madame Sandrine pourrait remarquer quelque chose dans son comportement. Moins il y aura de gens au courant, plus la surprise sera convaincante. Elles travaillèrent en silence pendant un certain temps. À 7h, Sandrine descendit, élégante dans son ensemble de sport, comme si l'incident de la veille n'avait jamais eu lieu. « Bonjour », dit-elle froidement. « Le petit déjeuner est prêt ?»« Oui, madame », répondit Monique. « Parfait. Chloé et moi sortons juste après. J'ai un cours de pilates à Gordes, puis j'emmènerai Chloé à l'anniversaire d'une camarade de classe. Nous ne rentrerons que ce soir. Dois-je préparer le déjeuner pour vous et la petite? Demanda Monique. Pas la peine. Nous déjeunerons en ville. Laissez juste quelque chose de prêt pour Marie. Quelque chose de simple. Elle n'a pas besoin de luxe. Manon et Monique échangèrent un regard rapide. L'absence de Sandrine et Chloé pour la journée serait parfaite pour l'arrivée de Nicolas. Après le petit déjeuner, Sandrine et sa fille partirent dans l'élégant Renault Espace noir de la famille. Lorsque la voiture disparut sur la route de terre, Manon sentit un poids quitter ses épaules. C'était comme si la maison elle-même respirait plus librement en l'absence de sa maîtresse. Marie apparut dans la cuisine vers 9h. Elle semblait plus disposée ce matin-là, peut-être à cause de l'absence de Sandrine, peut-être grâce aux médicaments qu'elle avait recommencé à prendre régulièrement. « Bonjour, mes chers », sourit la vieille dame. Quel silence agréable dans la maison aujourd'hui. Madame Sandrine et la petite Chloé sont parties pour la journée, expliqua Monique. Oh,
Quelle merveille, soupira Marie avec un soulagement visible. Cela vous dérangerait de m'accompagner au jardin après le petit déjeuner? Demanda-t-elle à Manon. Les orchidées dont vous vous occupez ont quelques feuilles jaunies. J'ai pensé que vous pourriez m'apprendre à les soigner. Le visage de Marie s'illumina. J'adorerais, ma chère. Après le petit déjeuner, elles sortirent dans le jardin. La bruine avait laissé place à un soleil timide. Marie, en enseignante dévouée, expliquait à Manon les soins nécessaires pour chaque type d'orchidée. Vous savez, Manon, les orchidées sont comme les gens, commenta la vieille dame. Chacune a sa personnalité, ses besoins spécifiques. Toutes, sans exception, ont besoin de respect et de soins. Et toutes méritent de fleurir en leur temps, n'est-ce pas? Ajouta Manon. Exactement, ma chère. Exactement. Vers midi, Manon entendit le bruit d'une voiture s'approcher. Par la fenêtre du salon, elle reconnut la berline de Nicolas. Son cœur s'accéléra. Monsieur Nicolas est arrivé, cria Monique depuis la cuisine. Manon sortit sur la terrasse au moment où Nicolas garait la voiture. Il avait l'air fatigué mais sourit en la voyant. Bonjour, Manon. Comment vont les choses? Bonjour, monsieur. Tout est en ordre. Votre mère est dans le jardin avec ses orchidées. Nicolas sembla soulagé. Parfait. Je suis inquiet pour elle depuis notre conversation au téléphone. Où sont Sandrine et Chloé? Elles sont sorties pour la journée. Nicolas hocha la tête, entrant dans la maison. Je vais voir ma mère, dit-il. Manon observa par la fenêtre la rencontre entre la mère et le fils. Marie, en voyant Nicolas, arbora un sourire sincère, le premier que Manon voyait sur son visage. L'homme d'affaires serra sa mère tendrement dans ses bras. Pendant le déjeuner, servi sur la terrasse, Nicolas discuta avec animation avec Marie. Manon, en servant la crème brûlée, remarqua à quel point Marie semblait être une autre personne en présence de son fils. Il y avait de la couleur sur ses joues, de l'éclat dans ses yeux, de la fermeté dans sa voix. Après le déjeuner, pendant que Marie se reposait, Nicolas appela Manon dans son bureau. Alors, Manon, commença-t-il. Comment va vraiment ma mère? Soyez sincère, s'il vous plaît. La jeune femme hésita. C'était le moment qu'elle attendait. Monsieur, votre mère. J'ai remarqué qu'elle semble très différente quand vous n'êtes pas là. Différente comment? Plus renfermée, anxieuse. Comme si elle avait toujours peur de quelque chose, ou de quelqu'un. Nicolas fronça les sourcils. Peur? Ma mère n'a jamais été une personne craintive. Je sais, monsieur. Elle a été enseignante pendant des décennies, une femme forte et indépendante, comme elle me l'a raconté. Alors, que pensez-vous qu'il se passe? Manon prit une profonde inspiration. Monsieur, j'ai observé des interactions entre votre mère et votre femme qui m'inquiètent. Le visage de Nicolas se durcit. Quel genre d'interaction? Des mots durs, des humiliations. Et j'ai remarqué des ecchymoses sur les bras de Madame Marie. Nicolas se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Il resta silencieux pendant de longues secondes. Suggérez-vous que ma femme maltraite physiquement ma mère? Demanda-t-il finalement, la voix étrangement calme. Je ne le suggère pas seulement, monsieur. J'affirme ce que j'ai vu de mes propres yeux. Manon raconta alors tout, les médicaments cachés, les insultes, les petites cruautés quotidiennes. Elle décrivit comment Sandrine contrôlait chaque aspect de la vie de Marie. Nicolas écouta en silence, son visage une masque impénétrable. Quand Manon eut fini, il se rassit, se frottant le visage. Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais rien dit? Peut-être par honte, monsieur. Ou par peur de causer des problèmes dans votre mariage. Ou par crainte que vous ne la croyiez pas. Je l'aurais cru. C'est ma mère. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, votre femme est très convaincante et vous passez peu de temps à la maison. Ces mots frappèrent Nicolas comme un coup de poing. C'était vrai. Il avait fait une confiance aveugle à Sandrine, ignorant les petits signes qui, rétrospectivement, semblaient si évidents. Que dois-je faire? Murmura-t-il. Observez, monsieur. Soyez attentif. La vérité trouve toujours un moyen de se manifester. À ce moment,
le téléphone de Nicolas sonna. C'était Sandrine, l'informant qu'elle et Chloé rentreraient plus tôt. Elles seront là dans 1 heure, informa Nicolas à Manon. Ne commentez rien de notre conversation. Je veux observer de mes propres yeux. Oui, monsieur. Quand Manon quitta le bureau, elle trouva Marie dans le couloir, un livre à la main, l'air inquiet. Tout va bien, Manon? Oui, Madame Marie. Monsieur Nicolas voulait juste savoir comment vous alliez. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Seulement la vérité. Que vous êtes une personne admirable qui m'apprend beaucoup sur les plantes et la littérature. Marie se détendit visiblement. Vers 16 heures, la voiture de Sandrine annonça son retour. Chloé sauta du véhicule. Papa. Papa. Tu es revenu. Cria la fillette en voyant Nicolas. Il la prit dans ses bras, la faisant tournoyer. Sandrine descendit plus lentement, son visage passant de la surprise à un sourire radieux. Nicolas, quelle merveilleuse surprise! S'exclama-t-elle. J'ai voulu faire une surprise, répondit-il, ses yeux observant sa femme avec une nouvelle attention. Le soir, pendant le dîner, Nicolas ne perdit pas un seul mouvement de Sandrine. Il remarqua la façon dont elle interrompait Marie chaque fois qu'elle essayait de parler, les regards d'avertissement qu'elle lui lançait. Manon, appela Sandrine après le dessert, préparer une tisane à la camomille pour Marie. Il se fait tard pour elle. Il n'est que 20 heures, Sandrine, observa Nicolas. Maman a toujours été une personne nocturne. Les choses changent, chérie, répondit Sandrine avec condescendance. Votre mère a besoin de plus de repos maintenant. Nicolas fronça les sourcils, remarquant la façon infantilisante dont Sandrine parlait de sa mère. Je pense que maman sait mieux que quiconque ce dont elle a besoin, commenta-t-il, d'un ton léger mais ferme. Et si elle veut rester éveillée un peu plus ce soir pour discuter avec moi, je ne vois pas de problème. Un éclair d'irritation traversa le visage de Sandrine, rapidement remplacé par un sourire forcé. Marie regarda son fils avec une gratitude silencieuse qui brisa le cœur de Nicolas. Après le dîner, Nicolas proposa une partie de cartes, une vieille tradition familiale. Sandrine accepta à contre-cœur. Le jeu se déroula dans une tension palpable. On dirait que la mémoire n'est plus ce qu'elle était, n'est-ce pas, Marie? Commenta Sandrine lorsque la vieille dame hésita. Ma mère a toujours été une excellente stratège, la défendit Nicolas. Contre toute attente, Marie gagna 2 parties de suite. Vers 22 heures, Nicolas accepta de mettre fin au jeu. Je vais accompagner maman dans sa chambre, proposa-t-il. Pas besoin, chérie, répondit vivement Sandrine. Je l'aide. Ça va, insista Nicolas. Je veux lui parler un peu, en privé. Dans le couloir, loin des oreilles de Sandrine, Nicolas posa la question qui le tourmentait. Maman, tout va bien entre toi et Sandrine quand je ne suis pas là? Marie s'arrêta, son corps se tendant. Dans ses yeux fatigués, Nicolas vit la peur, l'hésitation et une profonde tristesse. Pourquoi demandes-tu ça, mon fils? Parce que j'ai remarqué des choses étranges. La façon dont tu te recroquevilles quand elle s'approche, comment tu évites son regard. Marie garda le silence pendant de longues secondes. Finalement, elle soupira. Ton père et moi t'avons toujours appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours le meilleur chemin, dit-elle, sa voix gagnant en fermeté. Je ne voulais pas interférer dans ton mariage, Nicolas. Maman, s'il te plaît, dis-moi la vérité. La vérité, c'est que Sandrine n'est pas la personne que tu crois. Quand tu n'es pas là, elle se transforme. Les mots gentils laissent place aux insultes, aux menaces. Elle cache mes médicaments, me sert de la nourriture froide. Elle m'empêche de voir Chloé seule. La voix de Marie se brisa. Et parfois, il y a plus que des mots. Une bousculade ici, un pincement là. L'incident du bassin n'était pas la première fois. Nicolas sentit le sol se dérober sous ses pieds. La rage bouillonna en lui, mêlée à une culpabilité écrasante. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Demanda-t-il en la serrant doucement dans ses bras. J'avais peur, mon fils. Peur que tu ne me crois pas, ou pire, que tu me crois mais que tu choisisses de rester avec elle malgré tout. Je ne pouvais pas supporter l'idée de te séparer de ta fille. À ce moment, un bruit venant du couloir attira leur attention.
C'était Chloé, en pyjama. Papa, mamie, pourquoi vous pleurez? Ce n'est rien, ma princesse. Mamie me racontait des histoires de quand j'étais petit comme toi. Demain, mon amour, promit Marie en embrassant le front de sa petite fille. Maintenant, il est temps de retourner au lit. En revenant, Nicolas trouva sa mère assise sur le bord de son lit. Que comptes-tu faire, Nicolas? Demanda-t-elle. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Affronter la vérité. Le lendemain matin, un dimanche radieux, Nicolas apparut dans la cuisine, les yeux cernés. Bonjour. Manon, pourriez-vous me retrouver au bureau après avoir servi le petit déjeuner de ma mère? 20 minutes plus tard, Manon entra dans le bureau. J'ai parlé à ma mère hier soir, commença Nicolas. Elle a tout confirmé. Manon sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Que comptez-vous faire, monsieur? D'abord, je veux vous remercier pour votre courage. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais découvert la vérité. Aujourd'hui, je vais confronter Sandrine. Mais avant, je dois m'assurer que ma mère et Chloé sont en sécurité. Monique va les emmener en ville pour la journée. Pendant ce temps, vous resterez ici discrètement. Manon comprit. Il voulait un témoin. Je serai là, monsieur. À 10 heures, Monique partit avec Marie et Chloé. Sandrine, qui prévoyait de prendre un bain de soleil, ne fit aucune objection. Nicolas trouva sa femme au bord de la piscine, un verre de vin blanc à la main. « Nous pouvons parler, Sandrine ?» demanda-t-il. « Bien sûr, mon amour », répondit-elle en enlevant ses lunettes de soleil. Nicolas alla droit au but. « Je veux parler de ma mère. Je sais ce que tu as fait. Les abus, les humiliations, la violence. » Le visage de Sandrine se transforma, le masque de perfection tombant pour révéler une expression de fureur contenue. « De quoi parles-tu? Qui a inventé des mensonges sur moi? Personne n'a eu besoin d'inventer quoi que ce soit. J'ai vu de mes propres yeux hier et ma mère a tout confirmé. » Sandrine se leva brusquement, renversant son verre de vin. Cette vieille manipulatrice. Elle a toujours voulu nous séparer. Et les ecchymoses? L'incident du bassin que j'ai vu? Les médicaments cachés? Des accidents. Elle est maladroite. Et pour les médicaments, je ne fais que contrôler les dépenses. Nicolas se leva aussi. Assez de mensonges, Sandrine. Je sais tout. Les yeux de Sandrine étincelèrent de haine. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être coincé dans ce domaine au bout du monde pendant que tu voyages. Tout ce que j'ai, c'est une vieille insupportable qui me suit partout avec ses conseils dépassés. Si tu étais si malheureuse, pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pourquoi t'en prendre à une femme âgée sans défense? Te parler? Dans les 5 minutes entre deux voyages? Tu nous as abandonnés ici, Nicolas. Ça ne justifie pas ce que tu as fait à ma mère. Ta mère, ta mère. Il n'y en a que pour elle. Elle est ma mère, Sandrine. La femme qui m'a élevé, que j'ai fait venir ici en croyant qu'elle serait en sécurité, soignée, aimée. Et moi? Notre mariage? Ça ne compte pas? Un mariage basé sur des mensonges et la cruauté? Non, ça ne compte plus. Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. Que dis-tu? Je dis que c'est fini, Sandrine. Je ne peux plus te faire confiance. Je veux le divorce. Son visage prit une expression calculatrice. Pense bien, Nicolas. Je suis la mère de ta fille. Si tu me quittes, tu ne la reverras plus jamais. Ne me menace pas. J'ai des preuves de tes abus. Des témoins. Aucun juge ne confierait la garde d'un enfant à quelqu'un capable de maltraiter une personne âgée. La mention de témoin fit regarder Sandrine autour d'elle. C'est alors qu'elle aperçut Manon, debout près de la porte. « Vous » cria-t-elle en la montrant du doigt. « C'est vous qui lui avez mis ces idées en tête, espèce de garce. Vous êtes renvoyé. »« C'est moi qui décide qui travaille dans cette maison », intervint fermement Nicolas. « Et Manon va non seulement rester, mais elle recevra une augmentation pour son intégrité. » Sandrine, réalisant qu'elle avait perdu, changea de tactique. Des larmes se mirent à couler sur son visage. « Nicolas, mon amour,
tu ne réfléchis pas. J'étais stressé, fatigué. J'ai fait des erreurs, je l'admets. Mais nous pouvons recommencer. Nicolas s'écarta. Non, Sandrine. Certaines limites, une fois franchies, ne permettent pas de retour en arrière. Je veux que tu fasses tes valises et que tu quittes ma maison avant la fin de la journée. Tu ne peux pas me chasser comme ça. Cette maison est autant la mienne que la tienne. En fait, non. Le domaine appartient à ma famille depuis des générations. Il est enregistré exclusivement à mon nom. Le visage de Sandrine pâlit. Et Chloé? Chloé restera avec moi jusqu'à ce que nous réglions la question de la garde légalement. Tu pourras lui rendre visite, bien sûr. C'est un enlèvement. Je vais appeler la police. Appelle-les. Explique-leur pourquoi une femme de 73 ans a des ecchymoses sur le corps. Sandrine sut qu'elle était piégée. Son visage se tordit de haine pure. Tu le regretteras, Nicolas Delacroix, menaça-t-elle. Personne ne m'humilie de cette façon et s'en sort indemne. Assez de menaces, Sandrine. Manon, appela Nicolas. Pourriez-vous, s'il vous plaît, accompagner madame dans sa chambre pour qu'elle fasse ses affaires, puis appeler un taxi? Je n'ai pas besoin de baby-sitter, rétorqua Sandrine. Elle partit d'un pas sec, sans un regard en arrière. Nicolas soupira, se tournant vers Manon. Accompagnez-la discrètement, s'il vous plaît. Je ne lui fais pas confiance. Je comprends, monsieur. Et je suis désolé pour tout ça. Ne le soyez pas. Je vous suis reconnaissant pour votre courage. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais découvert la vérité. 3 heures plus tard, Sandrine partit en taxi avec 2 valises, promettant de revenir avec des avocats pour le reste. Lorsque Monique revint avec Marie et Chloé, le soleil se couchait. La fillette dormait, épuisée. Marie, cependant, semblait plus alerte et vivante que jamais. Nicolas les attendait sur la terrasse. « Où est Sandrine ?» demanda Marie. « Elle est partie, maman, » répondit simplement Nicolas. « Nous avons parlé. » « Eh bien, elle ne vivra plus ici. » Marie hocha lentement la tête, sans joie, mais avec une compréhension silencieuse. « Et Chloé ? Que lui dirons-nous ? » La vérité, de la manière la plus douce possible. Que maman et papa ne vivront plus ensemble, mais que nous l'aimons tous les deux très fort. Pendant que Monique couchait Chloé, Nicolas et Marie s'assirent sur la terrasse, observant les premières étoiles. « Je suis désolé que tu aies traversé tout ça, maman, » dit enfin Nicolas. « J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. » Ne te blâme pas, mon fils. Sandrine était très douée pour cacher sa vraie nature. Et j'ai aussi ma part de responsabilité pour ne pas avoir parlé avant. Maintenant, nous avons une chance de recommencer. Je promets d'être plus présent, de mieux prendre soin de toi et de Chloé. Marie sourit, un sourire sincère qui illumina son visage fatigué. Je sais que tu le feras, Nicolas. Tu as toujours été un bon fils, un bon père. Et tu seras aussi un bon célibataire, ajouta-t-elle avec une touche d'humour qu'elle n'avait pas montrée depuis longtemps. Dans les semaines qui suivirent, le domaine des Oliviers se transforma. La maison, autrefois tendue, respira une tranquillité nouvelle. Marie, libérée de la peur, refleurit. Elle commença à donner des cours de soutien aux enfants du village, ravivant sa passion pour l'enseignement. Son ancien éclat dans les yeux revint. Chloé, après le choc initial, s'adapta bien. Plus proche de son père et de sa grand-mère, elle s'épanouit dans l'atmosphère d'amour qui régnait désormais. Sandrine garda un contact régulier, mais la garde principale resta à Nicolas. Nicolas réorganisa ses affaires pour travailler davantage depuis la maison. Manon, qui avait prévu que son emploi soit temporaire, accepta de rester. Nicolas lui offrit un nouveau poste, tutrice et assistante de Marie dans son projet de cours de soutien. Son salaire fut considérablement augmenté et elle occupa une chambre d'amis dans la maison principale. Un dimanche après-midi, environ 3 mois plus tard, le domaine accueillait un déjeuner dans le jardin. C'étaient d'anciens collègues de Marie. Parmi eux se trouvait Pierre Dubois, l'ancien directeur. Tous deux veufs, ils découvrirent une affinité qui dépassait les souvenirs. De la terrasse, Nicolas observait sa mère rire, entourée d'amis, tandis que Chloé et d'autres enfants couraient sur la pelouse sous le regard attentif de Manon.
Monique, à ses côtés, servait de la citronnade. « Je n'aurais jamais pensé revoir votre mère comme ça », commenta la cuisinière, les larmes aux yeux. C'est comme si le temps avait reculé. Nicolas acquiesça, ressentant une profonde gratitude. C'est comme si le domaine était enfin redevenu un foyer, n'est-ce pas? Oui, patron. Un vrai foyer. Plus tard, la famille se réunit pour une partie de cartes. Chloé, Marie, Nicolas et Manon riaient et discutaient, créant de nouveaux liens. Dehors, la lune baignait les champs de lavande de sa lumière argentée. Le domaine, qui avait été témoin de tant de souffrances, abritait maintenant une famille unie non seulement par le sang, mais par des choix conscients d'amour, de respect et de soins mutuels. Marie, en observant son fils et sa petite-fille, pensa au long chemin parcouru. Elle se souvint de ses orchidées, de la façon dont certaines devaient traverser des périodes de dormance pour ensuite fleurir plus belles et plus fortes. Peut-être que la vie était ainsi. Des périodes d'obscurité qui, surmontées avec courage, laissaient place à des floraisons inattendues. Lorsque Chloé, avec un cri de joie, annonça qu'elle avait gagné la partie, tout le monde applaudit. Et dans cet applaudissement simple se trouvait la plus grande leçon que cette famille avait apprise, l'importance de ne jamais se taire face à la cruauté, de tendre la main à ceux qui en ont besoin, et de reconnaître que la vraie valeur d'un foyer ne réside pas dans ses murs, mais dans la capacité de ses habitants à se protéger, se respecter et s'aimer inconditionnellement. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marie et de sa famille au domaine des Oliviers a touché vos cœurs. Ce récit nous rappelle l'importance d'être attentif aux signes de maltraitance envers les personnes âgées et le pouvoir transformateur que le courage d'une seule personne peut avoir. Pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci, nous avons préparé une playlist spéciale que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire a suscité des émotions en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des récits uniques qui explorent les complexités de la vie et les liens qui nous unissent. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre opinion est précieuse pour nous et pour toute notre communauté d'auditeurs.